partager avec vous par rapport à ce fait d'oser. La dernière chose pour ma part que j'ai osé faire, c'est il n'y a pas plus longtemps qu'il y a quelques jours, même c'était un début de semaine prochaine, j'ai choisi de partir tout simplement euh, une semaine en vacances avec ma petite fille de 3 ans dans un camion aménagé, style transporteur T4, et nous sommes partis à l'aventure toutes les deux en Bretagne. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs des petites vidéos passées. Et ce qui a été génialissime, c'est que bon, d'habitude, je me suis souvent appuyée sur mes compagnons, sur le côté masculin manifesté de mes compagnons pour oser aller à l'aventure, oser aller avec ma petite fille. Hein, voilà, mais c'était très symbolique hein, finalement ce voyage. Et donc j'étais dans ma famille. Et avant de partir dans ma famille, donc j'ai été rencontrer ma belle famille et ma belle famille forcément m'a projeté, m'a instillé, j'allais dire comme le virus de la peur. Oui, mais Karine, quand même, tu devrais pas faire ça. On sait jamais ce qui se passe, tu sais, les agressions, c'est pas aux autres que ça arrive. Enfin, j'ai eu le droit à toute la sérénade. J'ai eu droit à toute la sérénade pour que surtout pas je parte en fait avec ma petite fille intérieure et ma petite fille tout court. Et pour le coup, mais j'ai choisi quand même de partir. Hein, donc je suis partie. Avec quand même ce petit poison de peur quand même qui a été insufflé à l'intérieur. Voilà, je n'étais pas trop confort. Puis alors j'arrive chez moi. Je dîne avec ma mère, puis je lui raconte ce qui m'arrive, la peur qu'on me transmet en fait. Et finalement, avant que je parte avec mon camion, elle aussi, elle y remet une petite couche. Karine, tu feras bien attention, te mets pas là où il y a personne, mets-toi là où il y a tous les camping-cars. Et alors, ce qui a été génialissime à vivre en fait, c'est que je me suis retrouvée en fait dans mon camping-car. Et c'est comme si en fait ces peurs-là étaient pénétrées à l'intérieur de moi. Vous savez, quand on vous insuffle un virus, vous voyez, vous prenez un virus, la peur c'est vraiment un virus. Et en fait j'ai eu cette sensation pendant quelques jours d'avoir cette peur-là collée à la peau, comme si je l'avais ingurgitée. Et je me dis mais c'est pas possible. La joie qui m'animait au départ, c'est comme si pour le coup elle y était plus. J'avais bouffé la peur qui n'était pas la mienne. Et il a fallu quand même plusieurs jours avant que ça puisse se terminer, quoi, cette histoire-là. Alors j'ai fait plein de rêves, j'ai fait plein de cauchemars. C'était juste génialissime parce que pour le coup, j'ai été soulevée tout plein de choses chez moi. Le mental qui s'est... parce qu'en fait, la peur s'accroche au mental et j'ai senti à ce moment-là que tout s'accrochait dans mon mental, que la peur était vraiment en adéquation totale avec mon mental. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ce moment privilégié que j'attends depuis des jours, je suis en train de me le faire bouffer, je me suis en train de me le faire piquer par la peur, par le virus, par le programme viral des autres. Et j'ai trouvé en fait cette petite méditation, enfin je ne l'ai pas trouvée, hein, elle m'a été soufflée, de me dire, ok, je suis une mauvaise mère d'emmener ma fille à l'aventure dans des lieux où on pourrait être agressé. Et, et en fait, j'étais avec ça, être une bonne mère. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère? Qu'est-ce que c'est qu'être une mauvaise mère? Qu'est-ce que c'est d'être une bonne amie, une mauvaise amie? Parce que, bon, voilà, je vis des choses en amitié dans mes relations amicales en ce moment qui sont pas forcément très confortables pour mon petit personnage. Oui, j'ai une petite fille intérieure. Voilà, elle comprend pas tout, donc j'accueille ce qu'elle comprend pas. Et cette méditation qui est arrivée, alors je me voyais, vous savez, assise au milieu d'un cœur jaune. Vous savez, une pâquerette ou une marguerite. Donc le jaune, c'est vraiment pour moi l'identité. Salut Olivier. C'est vraiment le plexus solaire. Et je voyais en fait tous mes attachements. Je voyais tous mes attachements accrochés en fait à ce plexus. Alors l'attachement d'être une bonne mère, d'être une mauvaise mère. C'est-à-dire que je me sentais vraiment comme attachée à ça, à devoir être une bonne mère. Mais quand on veut être une bonne mère, ça veut dire qu'on va tout faire pour ne pas être une mauvaise mère. Donc en fait, il y a des attachements. Pareil avec l'amitié.
Pareil avec mon compagnon, pareil avec dans tous les secteurs de ma vie. Alors je me suis imaginée vraiment être ou ne pas être une bonne mère, une pétale, plouf, ça s'envole. Être ou ne pas être une bonne compagne, plouf, ça s'envole. Être ou ne pas être une bonne ceci, une bonne cela, une bonne ceci, une bonne cela. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai senti que je me suis totalement apaisée. Je me suis tellement apaisée que pour le coup, eh bien, je me suis endormie. C'est-à-dire que mon mental avait tellement tricoté que j'arrivais plus à dormir. Il était 1 heure du matin et ça a enfin lâché. Et c'était vraiment pour moi une forme de révélation de cette méditation, en fait, de me mettre, voilà, de recevoir cette méditation et de sentir vraiment l'allègement au fur et à mesure. Et, et plus ça s'allégeait, et plus en fait, ben, je sentais que je revenais tout simplement vers le cœur de source, quoi, vers le centre. C'est comme si les peurs, en fait, ce que j'ai pu percevoir, c'est comme si les peurs, en fait, c'était en fait agglutiné à toutes mes pétales égotiques. Hein, les peurs de ma belle-mère, de ma mère, enfin de voilà, toutes ces peurs en fait de toutes ces mères-là, c'était un peu agglutiné donc à mon ego. Et l'ego, sa nourriture, c'est le mental. Alors j'étais vraiment dans une espèce d'élucubration mentale non-stop. Et pour retourner le cœur de source, il a fallu vraiment que j'accueille ça, c'est-à-dire de ne pas lutter contre. Et je pense qu'on tombe tous dans le piège de lutter contre le mental, de le condamner. Enfin moi en tout cas, le premier ressource c'est merde, fais chier, j'y arrive pas. Mais c'est pas en étant dans le merde fait chier que finalement ça apaise. Au contraire, on alimente quelque chose encore plus qui fait qu'on se condamne de ne pas réussir à. Et en fait, tout simplement, le fait de nommer mes pensées, de les nommer, de voir, ben, en fait, oui, de voir toutes ces, de les accueillir, en fait, d'accueillir toutes ces élucubrations, ben, ça m'a permis, en fait, tout simplement de les ramener au cœur de source, de les laisser s'envoler, de les accepter pour ce qu'elles étaient, de m'accepter surtout moi pour ce que je suis dans toute ma vulnérabilité, à la fois un être, comment dire, éveillé, je me sens quand même assez éveillée, consciente. Euh, et puis à la fois, je me sens à la fois très forte et à la fois très fragile. Et ce que je constate souvent, c'est entre ces deux-là, il y a toujours des jugements, il y a toujours, comment dire, il y a très régulièrement des jugements entre le petit enfant et puis une espèce de pseudo aussi sagesse spirituelle qui dit mais tu ne devrais plus être comme ça quand même depuis le temps que tu chemines, depuis le temps que tu sais ça, quand même tu es encore là. Et ce que j'ai constaté, c'est que d'accueillir en fait cette part-là de moi aussi, celle qui me condamne de ne pas être ce que je devrais être parce que je devrais savoir, eh ben punaise, ça fait du bien. Voilà, ça m'a vraiment apaisée. Ça m'a vraiment apaisé de constater en fait tout. Et même les espaces de moi qui disent non, ou les espaces qui disent c'est pas bien, ou tous les espaces, d'accueillir les espaces où je me dis tu devrais, il faudrait que tu fasses ça, voilà, d'accueillir à la fois la petite fille très blessée, qui est dans son état de souffrance, d'incompréhension, qui a bouffé toutes les finalement les peurs de sa belle-mère et de sa mère. Donc cette petite fille-là, et puis l'ego spirituel qui s'en mêle, et puis qui condamne la petite fille qui est là, qui est en train de géniarder. Voilà, d'accueillir tout ça, et de vraiment d'entendre tout ce dialogue-là avec amour. Parce que je crois que ce qui nous manque le plus souvent possible, c'est que on met pas d'amour dans toutes ces parts-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est là vraiment où je me révèle depuis quelques mois. C'est que je contacte en fait ce lien d'amour qui existe entre cette part de la petite fille vulnérable, ben, qui comprend pas tout, qui est fragile, et puis celle qui sait et qui s'appuie sur son savoir, et puis voilà, une espèce de part un peu égotique, et puis une autre part beaucoup plus illuminée, le soi supérieur, qui lui, de toute façon, il s'en fout totalement, lui, il veut œuvrer à travers le petit personnage. Voilà, à travers le petit ego tristounet, enfin apeuré, et puis le super héros, entre guillemets, qui veut de la puissance et du pouvoir, et celui qui veut tout contrôler et qui veut surtout être parfait.
Moi, j'appelle ça être dans la, comment dire, la perfectionnite aiguë. Ça vous parle? Moi, très souvent, je suis atteinte de cette perfectionnite aiguë et j'accueille. Je dis, ok, ok pour la perfectionnite aiguë. Voilà, c'est ok. Quelle part de moi a encore besoin d'être là-dedans? Et souvent, ben, le fait d'accueillir ça, ça désamorce vraiment. Et de pouvoir vraiment ramener au cœur de source cette espèce de raideur. Pour moi, je vois, vous savez, c'est comme la maîtresse d'école, en fait. Voilà. L'image qui me vient, c'est vraiment ça. C'est la maîtresse d'école. Il y a en moi la petite fille qui est derrière son bureau, hein, et qui est là, donc qui apprend, voilà, et qui ne sait pas, et puis qui pour le coup est très émotive, très sensible. Et puis il y a aussi en moi la maîtresse d'école, celle qui sait, qui a sa petite règle, et qui dit tu devrais faire ci, allez, on apprend à lire A, B, C, D, voilà. Et l'invitation, c'est que pour moi, en moi, je crois, même pour beaucoup de gens, c'est que ces deux-là se font la guerre non-stop et que souvent on croit être dans le soi supérieur alors qu'en fait on est l'enseignant intérieur qui dit ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Je crois honnêtement que quand le lien d'amour opère entre celui qui croit détenir le savoir et puis la petite apprentie, quand il y a ce lien d'amour, on est vraiment dans, j'appelle ça l'esprit saint. Pour moi, c'est ça, c'est le souffle. C'est un souffle, une respiration, parce que finalement, le maître avec son petit truc, là, comment dire, sa réglette sur son estrade, et puis le petit enfant qui apprend, l'un n'existe pas sans l'autre. C'est pas possible. Le maître, il peut pas enseigner s'il n'y a pas d'élève. Et inversement. Voilà, l'élève ne peut pas apprendre s'il n'y a pas de maître. Et je crois qu'en nous, on est souvent tiraillé justement avec des il faut, c'est comme si, c'est comme ça. Quand même, depuis le temps que tu sais qu'il ne faut pas manger de fraises tagada, tu as encore mangé, tu t'es encore bourré de sucre. Alors tu sais très bien que le sucre, c'est une addiction. Voilà, et ben c'est ok. En fait, voilà, j'en ai marre de me condamner de tout, voilà, de me dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Je vois comment je suis avec ma fille et je vois comment je suis avec ma fille et je suis comme ce que je vous dis. Je suis tout le temps en train de dire fais pas ci, fais attention à ci, fais attention à ça. Il y a vraiment ce côté très maîtresse d'école à l'intérieur de moi qui est assez saoulant. D'ailleurs, en disant que c'est assez saoulant, c'est comme si je le condamnais, mais je pense que ça fait partie du tout. Et de pouvoir accueillir ça, vraiment, cette part-là, au cœur de source, dire, ok, t'as besoin de transmettre, t'as besoin de croire que tu sais tout. Ok, ça te donne l'impression, ça me donne l'impression d'exister. J'entends. J'entends que tu as besoin d'exister, tu as besoin de te sentir valorisé, tu as besoin de te sentir importante, c'est ok. Moi, je te vois. Voilà. Et rien que quand je dis ça à ma maîtresse d'école intérieure, punaise, ça détend, quoi. Ça relâche. Et pour le coup, il y a vraiment une réconciliation avec... c'est comme si je descends de mon estrade. Vous voyez ce que je veux dire à ce moment-là? Quand je parle à cette part de la maîtresse d'école, je descends de mon estrade. Enfin, cette part-là descend du moins de l'estrade. Et puis elle peut aller s'asseoir ou se rapprocher de la petite fille qui apprend et qui comprend pas tout et qui parle pas forcément le même langage parce qu'elle parle les émotions et les émotions quelquefois ne se parlent pas. Elles sont, voilà, et il n'y a pas de conscience toujours sur tout ce qui est vécu dans la petite fille intérieure. En fait, quand je vois Iléna, je vois mon ego, en fait. Et il y a des parts de nous égotiques qui vivons encore à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, et il y a des émotions, comment dire, qui n'ont pas été encore accueillies. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu y mettre la conscience dessus. La conscience, c'est quand on peut en dire quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, quand on commence à verbaliser un état, une émotion, en fait, on désamorce l'émotion. Elle est accueillie, elle est transmutée. Le petit enfant, lui, il n'a pas cette conscience-là. Il vit les choses, d'ailleurs, il n'a pas de notion de temps, il pense pas forcément, il n'y a pas de sensation de pensée.
Il vit émotionnellement les choses, il est imbibé de tout ce monde émotionnel, il croit à tout ce qui se passe dur comme fer, comme étant, il n'y a pas de séparation entre lui et le monde environnant. Et ce que j'aime à me laisser sentir à l'intérieur de moi, c'est que ben, j'ai une petite fille intérieure qui n'est juste qu'une boule émotionnelle et qui n'attend tout simplement que mon retour au cœur de source pour pouvoir y mettre des mots. Voilà, donc j'accueille les espaces quelquefois d'incompréhension. Et au départ, enfin, quand on vit quelquefois une situation émotionnelle très difficile, il y a une forme de sidération. Vous savez, on est sidéré. Enfin, moi, enfin, tout le monde, ça arrive à tout le monde d'être sidéré. On vit une situation sidérante et euh, on ne peut plus parler. Il y a comme une forme d'arrêt sur image. Et quelquefois, pour sortir de cette sidération, ben, il va falloir du temps. Il va falloir un temps qui nous appartient à tous, qui est différent pour chacun. Et quand on sort de cette sidération, on va retraverser en fait l'émotion. Et le fait de passer en mots, c'est-à-dire de pouvoir verbaliser dans cet espace de l'enfance ce qui a été sidérant, va permettre finalement la transmutation et de pouvoir alchimiser la violence de la sidération ou de ce qui a été vécu. Voilà, et je pense qu'on a tous et toutes en nous des espaces de nous qui sont encore sidérés, qui sont, qui n'ont pas pu dire, qui n'ont pas pu être entendus et qui n'ont pas compris ce qu'ils ressentaient. Vous comprenez ça? Souvent, l'enfant, il comprend pas, il vit le truc, il comprend pas ce qu'il vit. Il ressent ça sans pouvoir comprendre. La compréhension, c'est ça, c'est de pouvoir mettre des mots là où on a ressenti des choses. Et c'est ça, être en conscience. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est pouvoir mettre en mots, euh, comment dire, c'est pas une pensée, mais c'est un état. Un état. Et l'enfant, ben, il n'a pas cette capacité toujours, parce qu'on ne nous a pas appris. Enfant, on vivait les choses sans qu'on puisse les nommer. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de les nommer. On n'était pas accueillis dans nos émotions parce que les émotions ont toujours été reniées ou comme si c'était mal d'avoir des émotions. Donc, ben, on a appris à être des estropiés émotionnels. Voilà, donc on a appris à calfeutrer nos émotions. Et puis après, enfin moi, quand j'ai accueilli mes émotions, à certains moments donnés de ma vie, je me souviens encore de ma mère qui me disait, mais Karine, tu t'écoutes trop. Waouh! Comment vous dire? À 15 ans, j'écoute le Mozart, j'écoute comment ça s'appelle, le Requiem de Mozart. Je m'entends encore m'émouvoir aux larmes devant ce Requiem de Mozart. Et ma mère qui me dit, tu t'écoutes trop, arrête de pleurer, tu t'écoutes trop. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, elle n'a pas compris l'émoi, l'hypersensibilité, et que les pleurs ne sont pas forcément dus à de la tristesse. Les pleurs ne sont pas toujours dus à être au fait d'être malheureux, mais on peut pleurer de joie, on peut pleurer d'émotion, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui est tellement vaste à l'intérieur de nous que pour le coup, ben, il faut bien que ça s'exprime parce qu'en fait, il faut trouver une voie de sortie, quoi. Parce que le corps physique, il sait pas quoi en faire, le corps émotionnel non plus. Et du coup, pouf, ça se met à transpirer par les yeux. Et voilà, une incompréhension entre ma mère et moi lorsque j'étais adolescente. Bon, Dieu merci, depuis, ça a vachement changé. Nous nous sommes accordés. Mais pendant très longtemps, euh, mon hypersensibilité, ouais, ça a été... j'ai dû enfouir mon hypersensibilité derrière la maîtresse d'école, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Alors surtout, hein, tu as bien compris que quand tu es trop hypersensible, tu t'en prends plein la tronche. Donc surtout, sois forte, ne pleure pas et ne dis rien. Voilà, c'est voilà. Et pour le coup, cette maîtresse d'école, euh, et puis la petite fille de l'école, la petite écolière, en fait, euh, il y a un fossé en fait qui se crée de jugement, de séparation. Et au fur et à mesure, je crois, c'est même pas je crois, c'est que j'en suis intimement convaincue que ce fossé de séparation,
La vie nous amène justement à faire cette unité-là, en fait, qu'on puisse battre un cœur commun et de pouvoir autant aimer l'auto-saboteur à l'intérieur de nous, celui qui a la règle, qui sait tout, que la vulnérabilité, que la fragilité de la petite fille écolière derrière son bureau et qui est là, voilà, qui est là tout apeurée. Voilà. Ben oui, Armel, tu pleures souvent devant le beau, mais moi aussi. Moi, je me suis vue, mais me reprendre dans des endroits, parce que je me dis, mais si je pleure maintenant, on va me prendre pour une tarée, quoi. Et je me vois encore, dans certaines situations, réfréner des pleurs, parce que j'ai peur, justement, d'être jugée, mais je me juge déjà, hein. Avant de pleurer, je me juge déjà de pleurer devant... En fait, je juge mon hypersensibilité, donc c'est la maîtresse d'école qui est là avec son petit... voilà, avec, comment on dit, sa baguette. Attention, ne pleure pas maintenant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors il y a des moments où je me laisse totalement aller, où finalement la petite fille laisse vraiment tout s'expanser. Donc dans des lives de temps en temps, je me laisse totalement envahir et c'est ok. Mais il y a des fois, par exemple, quand j'ai été voir mes enfants, alors, la mère qui pleure devant ses enfants. Toutes les mamans vont se reconnaître dans ce que je vais dire là. Vous savez, quand vous les voyez faire leur premier gala de danse ou chanter, ils sont, voilà, ils font leur première course à pied, leur machin, et moi je suis là, il y a un truc, c'est mon enfant, il fait un truc super là, et puis d'un coup, pouf, mais dans The Voice, on les voit souvent, les parents, ils pleurent quand ils voient leurs enfants, c'est une espèce de joie intense de voir son enfant se révéler, s'ouvrir, faire quelque chose de beau, et à ce moment-là, moi j'ai, voilà, et souvent je me suis... oui, je serre les dents et à l'intérieur je fais non, pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. On va avoir l'air ridicule devant tout le monde. Et maintenant, maintenant je laisse plus quand même aller. C'est ok, hein. La maîtresse d'école c'est ok et la petite écolière c'est ok. Oui, ben écoute Armel, super que tu maintenant tu pleures, tu n'as plus peur du jugement des autres. Moi, je dirais pas que c'est complètement parti. Je dirais qu'il y en a encore un petit peu. C'est ok, j'ai encore cette raideur. De toute façon, j'ai qu'à me voir avec mes filles, avec mes deux filles. C'est marrant, je suis plus raide avec mes filles qu'avec mes fils. Mais j'ai qu'à me voir avec mes deux filles, enfin surtout avec la petite Iléna. Plus particulièrement avec Iléna, je me trouve quand même d'une espèce d'exigence. Mais c'est ok, c'est-à-dire qu'avant, j'aurais pas pu le dire, j'aurais pas pu le nommer, ça. Vous voyez, et c'est ça la différence avec il y a quelques années, c'est-à-dire que je me serais jugée d'être dans cette exigence-là, alors que maintenant j'accueille ça. Et plus j'accueille l'exigence, moins je lui donne de pouvoir et de force. Et de temps en temps, cette exigence-là me submerge et elle va plus vite. Vous voyez, c'est comme si elle va plus vite que moi. C'est-à-dire que, comment dire, quelquefois ça va être, ah fais attention Iléna, mais j'ai même pas le temps de passer par, vous savez, c'est le cerveau reptilien. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas le temps, c'est une réaction. Voilà, quelquefois je me vois dans des réactions très vives alors qu'il n'y a pas lieu. Et j'ai quand même réagi. Alors, je vais quand même pas condamner mon cerveau reptilien qui fait que si j'ai survécu jusqu'ici et si nous les êtres humains nous avons survécu jusqu'ici, c'est aussi parce qu'on a cet instinct de préservation. L'invitation, c'est aussi de pouvoir, je crois, du moins, avoir un regard d'amour envers ça et ne pas se condamner. Parce que quand je suis dans cette, vous savez, le cerveau reptilien archaïque d'hyperprotection, il y a une part de moi qui voudrait me dire, ah, mais t'as vu comment tu es, hein? Tu castres ton enfant. Vous savez, la maîtresse, là, elle revient, à ce moment-là, elle revient. Et puis il y a le cerveau reptilien qui dit à ce moment-là, mais non, quand même, Karine, il faut protéger ton enfant. Si elle te donne pas correctement la main, elle risque de passer sous les roues d'une voiture, quand même. C'est juste de l'ordre de la, comment dire, du bon sens. Alors il y a ces deux voix qui s'opposent. Oui, mais quand même, tu es toujours en train de la rabrouer, de lui dire fais ci, fais ça, donne-moi la main correctement, tu l'engueules et tout. Et voilà, il y a vraiment toujours, comment dire, en fait, c'est très difficile quelquefois dans une cohérence de communication entre
cette part qui voudrait bien faire et cette part qui fait avec l'instinct. Voilà, et quelquefois ça frotte. Alors, Suguna, tu dis, et c'est à ces émotions que je vis ma vie avec passion et entièreté. Ouais, et merci Karine de m'amener de plus en plus vers l'expression de mes émotions. Bah oui, je pense que c'est vraiment une clé fondamentale de mettre de l'amour sur nos émotions, quelles qu'elles soient. On va mettre très facilement de l'amour sur nos parties victimes. Vous savez, la petite écolière qui est derrière son pupitre, là. Elle, c'est la victime, hein. Et par contre, la maîtresse d'école, celle qui est le bourreau, en gros, hein, celle qui condamne, alors celle-là, comment vous dire, allez lui mettre de l'amour, hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus facile d'aller aimer la petite victime en soi et de dire, oh ma pauvre petite, oh t'es une pauvre malheureuse, plutôt que d'aller dire, finalement, aller rencontrer la cuirasse, la part de nous, finalement, l'ego spirituel. Moi, j'appelle ça l'ego spirituel, la maîtresse d'école. Voilà, moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, je l'observe. Quelquefois, elle agit plus vite que ma conscience. Et c'est ok, ça fait partie du jeu, hein, d'être dépassé quelquefois par tout ça. Mais encore une fois, je le répète, l'invitation, c'est vraiment de pouvoir observer ça sans jugement, d'observer ce qui est dit, dans quels espaces c'est dit, et que si j'accueille, enfin, si je choisis de mettre de l'amour, de voir ça avec amour et sans condamnation, à la fois la maîtresse d'école, le bourreau et puis la petite fille écolière, eh bien forcément, ça allège vachement, quoi. Ça met une espèce de respiration. En fait, c'est ça l'amour, hein. C'est ce qui relie tout. Et souvent, en nous, on a des espaces de nous qui sont séparés. Dès qu'on juge, on se tue. Alors, je ne sais plus dans quel live que je disais ça. C'était la semaine dernière avec Abby. Hein, dès qu'on est dans le jugement, c'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière dans le dernier live. Dès qu'on se juge, on se tue. En fait, on se sépare de nous-mêmes, de notre propre essence. L'amour est partout, entre chaque partie de nous, à la fois corporellement, mais à la fois psychiquement, dans tous nos espaces. Et ça demande vraiment une vigilance amoureuse, hein. Moi, j'appelle ça la vigilance amoureuse, de pouvoir observer nos parts qui condamnent. C'est marrant parce que, en fait, de vous dire tout ça, je sens dans mon corps, ça bouge là. Je sens une ouverture du cœur, quelque chose, voilà, qui se libère, hein. C'est super agréable. Et d'être dans ce lien d'amour. En fait, la respiration, en fait, quand je respire, je m'arrête pas à l'inspire, hein. Il y a un lien entre l'inspire et l'expire. Et c'est le tout. La respiration, c'est le tout. Inspire, expire. C'est comme si je disais oui à mon petit personnage en disant non à l'être infini, ou que je disais oui à l'être infini en disant non à mon petit personnage. Mais non, je veux dire, c'est une respiration entre les deux, quoi. Entre le maître d'école et l'écolier. Et si je choisis de mettre de la respiration entre les deux, forcément, il y a une conscience, en fait, d'apaisement qui opère et qui est juste, en fait, ce qu'on appelle l'état de grâce. Tiens, il y a mon oncle. Salut, tonton. Il y a juste la grâce, c'est ça. La grâce, c'est juste d'accepter, d'accueillir tout ce qui est, les idées positives, les idées négatives, pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles nous enseignent de ce que nous sommes, sans point de vue, sans jugement, sans considération, sans attachement, pour pouvoir déposer tout ça au cœur de source. Et le cœur de source, c'est un espace ici. Quand je respire là et que je dis ben, je me dépose, alors vous pouvez s'allonger aussi par terre avec Emmanuelle Dupont qui est donc une thérapeute holistique. Elle disait, je l'ai expérimenté aussi, qu'en fait on se met face contre terre à ce moment-là. Accueillons-nous à ce moment-là, dans notre vulnérabilité. Vous voyez, quand vous vous mettez face contre terre, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Pas possible. Vous êtes face contre terre. Le cœur collé contre terre, mère. Essayez de faire ça à un moment donné, vraiment quand on est dans le désarroi total, où finalement on sent qu'on est coincé dans un espace où finalement
le jeu, le petit personnage, qu'il soit l'écolier ou le maître d'école, il sait plus. Il sait plus à quel sein se vouer. Bah, à ce moment-là, pour moi, l'espace le plus ressourçant, c'est le cœur contre terre et dire, ok, je remets ma volonté, je remets tout au cœur de source et que je sais intimement que que rien ne dépend du petit personnage, mais de justement ma capacité à accueillir ce qui est. Voilà, et de ne pas résister et que en fait tout est toujours fait pour que j'évolue, pour que je conscientise la beauté de qui je suis. Voilà. Alors on répète toujours la même chose, hein, avec des phrases différentes. Moi j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Mais quelquefois, de le tourner dans une autre phrase, une autre structure grammaticale, ou de l'entendre dire dans un autre terreau fertile, alchimisé, bah, ça peut permettre quelquefois de prendre conscience. Moi j'ai pris conscience, par exemple, une femme qui m'a beaucoup inspirée, c'est Isabelle Padovani, que j'ai écouté beaucoup il y a 3 ans, en 2013. C'est un peu plus, alors en 2013-2014. Je l'ai beaucoup écouté, j'ai trouvé mais super intéressant ce qu'elle disait. Et ça m'a beaucoup contribué dans mon apaisement. Bah, dernièrement, j'ai l'enseignement de Grégory Mutombo. En fait, on dit tous la même chose. On dit tous la même chose. L'invitation, c'est de pouvoir, en fait, que cette part de nous qui est cette connaissance magnétique, je dirais ça, parce que c'est nos cellules qui attirent, hein, c'est le magnétisme cellulaire. Nous incarnons, hein, incarner, ça se fait par le magnétisme. Nous incarnons notre conscience. Donc cette incarnation magnétique, cette conscience qui s'intègre, qui s'ingère dans nos cellules, eh bien, pour le coup, c'est intéressant de pouvoir être conscient, ultra conscient, tout le temps. Pas juste quand je fais un live, c'est-à-dire 3/4 d'heure par semaine. Ben non, l'invitation, c'est d'être vraiment dans cette conscience-là, d'être sur plusieurs niveaux, je dirais 3 niveaux. À la fois la part fragile, à la fois la part égotique qui croit tout savoir, et puis cette part qui voit tout. Donc ça fait plusieurs niveaux de vue, en fait. Et de voir avec l'œil du divin, entre guillemets, avec le grand esprit, le grand tout, le grand architecte. Vous mettez ce que vous voulez derrière tout ça, parce que voilà, avec le soi supérieur, voilà, tout ça, c'est du kiff kiff bourricot. Le fait de pouvoir voir ça, quand le divin s'intègre ou s'incarne, c'est quand l'amour finalement relie tout ça. Vous voyez, l'amour, c'est vraiment entre ces trois là, ces 3 niveaux là. Et, et pour moi, un être éveillé, c'est un être qui accepte justement de vivre en fait à la fois avec, comment dire, la souffrance entre guillemets entre guillemets je dis bien guillemets, la souffrance des émotions, tout en étant dans la sagesse que c'est une étape et tout en calmant le petit mental, le petit maître d'école mental qui dit ah quand même. Voilà, c'est ça un être éveillé pour moi. C'est d'être à la fois partout dans ces espaces et à chaque minute, à chaque instant, de pouvoir avoir ce regard-là sur plusieurs plans. Alors, Olinda, tu me dis, c'est un de ces moments où les pâquerettes, alors attends, je t'ai loupé, sont nées en envoyant à la terre. Ouais, manger les pâquerettes, retourner à la terre, se prosterner contre terre et sentir la terre. Soyons humbles, en fait. C'est ça, quand on se retourne à la terre, en fait, on accepte de rencontrer finalement qu'on n'est pas différent de la planète, quoi. Soyons très honnêtes, hein, on vivre à la même fréquence que la Terre qui est autour de nous. Voilà, moi quand je vois mon jardin, mes feuilles, on vibre à la même fréquence, quoi. On est fait des mêmes molécules. Voilà, oxygène, carbone, azote. Oui, c'est des molécules qui sont assez similaires. Et d'accepter de se mettre face contre terre, dire ok, bah ça veut dire qu'on, vous savez, les chevaliers, ils déposent les armes à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que la maîtresse d'école est aussi pareil, elle enlève sa baguette, là, et elle descend de son estrade, et puis finalement,
elle vient contre l'enfant et elle accueille la fragilité de l'enfant au lieu de la condamner. Voilà, accueillir la fragilité de l'enfant. Bah, c'est pas toujours simple, mais je peux vous assurer qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, hein, c'est l'amour. Hein. L'amour de tout ce qui est, de tout, de toutes nos pensées. Et si nous choisissions tous les jours d'aimer toutes nos pensées, d'aimer toutes nos émotions, d'aimer toutes nos actions, d'y mettre vraiment pas un amour, c'est pas un, comment dire, c'est pas un amour pensé où il faut que j'aime, c'est même pas, c'est pas ça, il faut que j'aime, c'est se dire, mais comment dire, c'est difficile d'expliquer ça en fait. C'est un état en fait. C'est plus qu'un mot, c'est un état. C'est un état de d'accueil et de oui en fait. Voilà, en fait, c'est ça, c'est un oui. C'est un espace qui dit oui à ce que nous sommes, dans tout ce que nous livrons comme perfection ou imperfection. Voilà, et même quand nous nous condamnons, bah, disons oui à cette part de nous qui nous condamnons. Voilà. Donc je suis partie en fait de l'espace, qu'est-ce que j'avais osé faire cette semaine, et voilà où ça m'a mené. Euh, et puis, je pense que c'est très intéressant de justement de pouvoir noter à quel moment nous nous laissons envenimer par le poison psychique des peurs des autres. Et de pouvoir voir comment ça s'opère à l'intérieur de soi, comment, voilà le parcours, combien de temps vous arrivez finalement à créer l'antipoison, l'antipoison, l'antipeur, et le mettre dehors pour pouvoir nous accorder à vivre pleinement l'expérience humaine que l'on a choisi de venir alchimiser ici-bas, quoi. Et il n'y a rien de plus beau que de venir vivre cette expérience humaine avec tout ce que ça comporte comme, comme un confort. Hein, parce que quelquefois, enfin même souvent, la merde au début, ça sent pas très bon. Hein. Je sais plus à qui j'ai dit ça, mais quand tu vas aux toilettes au départ, la merde, avant qu'elle s'alchimise, elle sent mauvais, quoi. Et c'est pas très agréable. Le terreau, il vient justement quand on accepte et quand on regarde la puanteur de la merde. Et quand finalement, c'est l'amour qui transforme la merde puante hein, en alchimie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du crottin de cheval ou du lisier de vache, mais quand vous les pendez au départ, ça sent une horreur. Enfin, vous avez juste envie de vous barrer en courant, quoi. Hein. Et voilà, l'invitation, ben, c'est qu'au bout d'un moment, ben, ça rencontre la matière organique, ça, ouais, la merde rencontre la matière de la terre, ça alchimise et tout ça, c'est de l'amour. La terre alchimise l'amour. On n'est pas plus différent de l'alchimie psychique que l'on vit, c'est pas différent que ce que vit la terre pour créer la vie. Hein. Un arbre qui pousse, il pousse parce que la terre a alchimisé les détritus, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, nous, on nous a appris à refuser de regarder ce que nous considérons comme étant de la merde qui pue, quoi. Tant qu'on est en refus de regarder ça, je peux vous assurer que moi, pour regarder justement la part incestueuse de mon père, ça a été très douloureux d'aller voir ça, la merde de l'inceste. Vous voyez, ça demande beaucoup de courage. J'aime beaucoup quand Grégory Mutombo, dans son enseignement, dit que le courage, c'est le cœur qui agit. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est justement aller aimer ça. Alors évidemment, au début, on a juste envie de s'en séparer. Ah non, au secours, l'inceste, d'ailleurs, si on rentre dans le déni, ou les agressions, ou tout ça, c'est la même chose. On a juste envie, c'est de dire non et de se barrer en courant. Mais finalement, d'aller dire oui à ça et de voir les espaces cachés de nous qui sont juste là, prêts à être cueillis comme des pâquerettes, pour faire un beau bouquet de fleurs, ben, ça demande du courage. Ça demande à ce que la maîtresse d'école et puis la petite écolière, en fait, ben, accepte de dialoguer. Et c'est ça qui est beau dans la vie, quoi. Voilà. Bon, ben, j'en ai dit pas mal aujourd'hui. Hein. J'étais bien inspirée, par vous en tout cas. Euh, je regarde s'il y a des choses que j'ai pas vu passer. Bon, bah c'est ok.
Bon, bah, écoutez, je vous fais tous un très très gros bisou. Je pense qu'avec Isabelle, va se retrouver à un autre moment. Euh, voilà, c'est comme ça. De temps en temps, il y a des résistances, on prend et c'est ok, quoi. Ouais, Solène, toi tu parles de pardonner. Moi, j'aime le mot accueil. Après, c'est que des termes, tu vois. Pour moi, en fait, juste je finirai là-dessus sur le mot pardon. Je l'ai déjà dit dans certains lives, pour moi le terme pardon dans mon espace à moi, s'il y a trop de connotations en fait judéo-chrétiennes. Et pour le coup, je préfère le mot accueillir. Voilà. Parce que pour le moi, pardonner, c'est comme s'il fallait pardonner. Dans le mot pardon, il y a quelque chose de bien ou de mal. Voilà. Donc, mais ça, ça m'appartient, hein, ok? Et donc pour le coup, moi je préfère toujours donner le mot être dans l'accueil pour retourner au cœur de source. Voilà. Oui, Sophie, sans amour, tout est vain. D'ailleurs, laissons-nous traverser par ce flot là qui est disponible à chaque instant. On n'est pas obligé de se mettre à méditer, hein. Ouais, moi je médite pas. Moi je médite pas beaucoup en fait. Je me rends compte, je médite pas. Alors oui, juste petit truc, je médite pas beaucoup. Et puis je mange pas que bio non plus. Alors à l'intérieur de moi, vous savez, la maîtresse d'école, elle aurait tendance à dire, quand même, Karine, tu devrais méditer. Tu sais bien que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est comme ça qu'on s'éveille. C'est comme si c'est comme ça. Et que je mange pas bio tout le temps. Puis je mange des fraises d'agada. Alors quand je mange des fraises d'agada ou alors du chocolat Lint, alors là, comment vous dire que là, mon ego spirituel s'en mêle, c'est affreux. Mais c'est ok, c'est ok, c'est ok. Voilà. Allez, à toutes et à tous, le retour au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit, tout ça au point zéro, parce que finalement, le point zéro est disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas besoin d'être centré pour être au point zéro. Il est tout le temps là, c'est juste notre conscience qui s'en va. C'est juste ma conscience qui part. Voilà, mais le point zéro est toujours au centre, hein. Quand vous regardez un axe d'abscisse et d'ordonnée, c'est pas parce que vous êtes en haut de la sinusoïde que le point zéro il n'existe plus. C'est pareil. Allez, bonne journée à vous.